Voilà, de retour parmi vous donc pour notre dernière partie d'émission, une dernière partie que nous attendons vivement. Oui, vivement, car il s'agit quand même Nora, de l'enseignement. Le sujet le plus, comment dirais-je, le plus important dans le monde, qui travaille non seulement les pays du tiers-monde, mais aussi le monde des pays développés, étant donné qu'il y a des pays quand même dans le palmarès qui présentent des modèles éducatifs de l'enseignement de plus en plus faciles, de plus en plus accessibles aux enfants, de plus en plus plaisants aux enfants. Donc, au cœur de cette réforme de l'enseignement, nous avons le plaisir de recevoir un cadre qui a énormément donné justement à l'éducation et à l'enseignement, non seulement sur le plan de la République arabe d'Égypte, mais aussi sur le plan international. Il s'agit d'une expérience donc qui a été, comment dirais-je, qui a été appréciée par un pays tel que la France, qui justement a décerné la plus honorifique des distinctions pour l'enseignement, une distinction qui s'appelle l'Ordre des Palmes académiques, qui est un ordre honorifique français du premier degré. Il est quand même ancré dans l'histoire car il s'agit de Napoléon Ier qui s'est inspiré de 1808 où Napoléon Ier avait décerné cet ordre pour honorifier tous ceux qui donnent plus à l'enseignement. Nous avons le plaisir de recevoir ici au studio donc notre invitée Mona Magdeleni, qui est chevalière de l'Ordre des Palmes académiques. Bonjour Nora. Bonjour, bonjour, merci. Alors c'est un plaisir de vous avoir, sachant que en France aujourd'hui on assiste à la rentrée des classes. En Égypte il y a certaines écoles également, des écoles françaises qui ont ouvert leurs portes après de longues vacances. Donc ce sujet tombe à pic. Généralement, moi j'ai envie de poser une question d'abord sur la psychologie des enfants, puisque après 2 mois de vacances, c'est difficile de reprendre l'école, c'est difficile aussi pour les parents de s'organiser. Je veux un conseil pour que les enfants et les parents arrivent à gérer cette journée. La vérité, c'est les parents, les enfants et les enseignants qui ont besoin de ce conseil. Parce que rompre les vacances et démarrer le travail qui n'est pas facile d'enseignant, le métier d'élève ainsi que le métier de parent d'élève, c'est difficile. Et là, c'est tout un travail de l'équipe professorale ou de la direction de chaque établissement qui doit gérer, à installer un climat de motivation et de dynamique dans l'école. Et ça commence bien avant la rentrée. Donc moi, j'avais l'habitude de commencer ça 2 mois avant pour planifier la rentrée scolaire qui est loin de l'uniforme, du cartable, de la journée scolaire, des classes, mais à travers des jeux de connaissances entre les élèves qui ne sont plus les mêmes élèves de classe de l'année d'avant, les enseignants et les responsables de cycle. Donc ça se prépare pour installer cette dynamique à l'école, une sortie, des jeux, des projets déjà discutés. Tout ça fait miroiter des objectifs qui motivent les élèves et leur fait vouloir vraiment aller à l'école, découvrir, aller vers le savoir et ce ne sont que des prétextes pour se construire, donc de la motivation extrinsèque vers la motivation intrinsèque au bout du parcours scolaire. Alors, Mona Magdeleni, vous êtes une spécialiste de l'éducation et de l'enseignement, donc avoir cette distinction prestigieuse, c'est justement, il y a un travail fou qui est derrière. Cette thèse qui a impressionné les Français, c'était de quoi dans l'éducation? Parce que l'éducation, c'est un monde, je veux dire, où il y a des multitudes de spécialités. Alors, qu'est-ce qui était à l'origine justement de cette distinction dans cette étude? Permettez-moi de dire que c'est la passion. Donc, moi, j'étais passionnée de ce que je faisais. Ce n'était pas un métier. Et donc, dans mes classes, je cherchais toujours à pousser l'élève à construire son savoir et non pas aller dans les méthodes transmissives routinières.
je m'occupais vraiment beaucoup de tout ce qui est activité parascolaire, périscolaire. Depuis ma deuxième année d'enseignement, j'ai été lancée dans le théâtre scolaire et suite à des formations, j'ai commencé à faire apprendre aux élèves comment non seulement jouer sur scène, mais composer des textes de théâtre, comment par le biais de la langue française sortir son cri. Je veux rouspéter contre quoi, je veux dire merci à quoi, je veux jeter la lumière sur quoi. Donc si l'on parle du périscolaire, c'est ça. Si on parle du scolaire, c'est en miniature ça dans les classes. Donc au bout de 12 ans d'enseignement qui ont été aussi continués sur 7 ans d'après quand j'ai été nommée proviseur, donc 19 ans d'enseignement. Entre autres 7 proviseurs du collège et ça a été félicité par l'ambassadeur lors de la décoration parce qu'il a mentionné le fait d'insister à continuer cette mission d'enseignement même après le poste de management scolaire. Alors, il y a une fausse réputation qui est collée aux enseignants et aux professeurs qui dit que vous êtes ceux qui prenaient le plus de vacances de tous les métiers. C'est faux. On dit toujours que si on veut avoir des vacances, exactement, on devient professeur. C'est une fausse réputation puisque j'imagine qu'il y a du travail en fait qui est accompli durant même les vacances pour préparer en fait chaque rentrée. Permettez-moi de dire que ça dépend, parce que ça peut être confirmé alors. L'enseignant qui suit les règles du métier, les rails du chemin de fer du métier, lui, il a ses 3 mois de vacances, voire plus. Il y a les jours fériés de l'année scolaire, il y a les 2 semaines des vacances de mi-année. Et c'est juste la rentrée dans les classes, les 2 mots et la sortie. Puis là, oui, ils ont raison. Mais pour le prof passionné, pour le prof qui cherche à aller au-delà de ça, qui voit sa vocation, non, il n'y a pas ça. Il n'y a presque pas de vacances parce qu'une année s'enchaîne avec, on a à peine fini une année que la suivante, elle avait déjà commencé. Alors, dans un autre axe de réflexion, justement, au niveau de l'opération même de l'éducation et de l'enseignement, on sait qu'il y a des pays qui sont développés en la matière. Question de ce qu'on appelle l'acquisition du savoir, finalement, qui est au cœur de l'opération de l'enseignement. Et c'est sur laquelle il y a beaucoup de problématiques dans le tiers-monde, dans notre pays aussi. Je veux dire, les enfants sont accablés de produits d'enseignement et finalement, ils ne ressortent pas avec cette envie de savoir, de se construire, de se développer. Justement, il y a des pays où l'expérience est monumentale. Est-ce qu'on s'inspire d'un pays tel que le Japon, la Finlande, il y a aussi la Chine, il y a des expériences fortes où l'enseignement est rétréci et peu en matière de temps et beaucoup en matière de qualité. On en est où par rapport à ça? Le mot-clé, c'est les compétences. Donc, il faut aller vers l'apprentissage des compétences, veiller sur faire acquérir des compétences à l'élève et non pas le savoir. Donc, le savoir, maintenant, il est à portée de main. Il s'agit de cliquer, on a tout ce qu'il faut. Mais l'essentiel, c'est faire quoi avec ce savoir? Savoir parler de ça, savoir l'utiliser. Et là, je souligne les projets scolaires. Donc là, il faut d'abord opter pour tout ce qui est méthodes actives pour l'enseignement et après faire déboucher ça dans des projets scolaires qui montrent à l'élève le sens du savoir. Parce que si on n'a pas le sens, on n'est pas motivé à l'acquérir ou si on l'acquiert par des méthodes de par cœur pour finir l'examen et réussir, on est sûr qu'on n'a rien capté pour la vie. Mais projet scolaire, je donne un exemple de, par exemple, maths et sciences. Les élèves n'arrêtent de se poser des questions, mais moi je ne serai pas médecin plus tard, donc pourquoi sciences? Je ne ferai pas le métier d'ingénieur, pourquoi maths? Et si cela débouche dans des activités et des stations dans une journée donnée qui parlent de
comment utiliser ces théorèmes de mathématiques, ces notions, ces concepts scientifiques dans la vie quotidienne qui concerne enfants, adultes, élèves et professeurs. Voilà un exemple. Un autre exemple, pour ne pas en parler trop, mais du théâtre, les règles de grammaire et le vocabulaire, tout ça qui doit être étudié par cœur, disons, si ça débouche dans sur la construction de phrases, de tirades, la construction d'une personnalité, rentrer dans la peau d'un personnage de théâtre, là, l'élève a le pourquoi étudier les règles de grammaire, le pourquoi j'ai besoin de savoir tout ce lexique et on a des tas de lexiques. Le réemploi dans des projets scolaires qui donnent sens au savoir duquel on bourre les cerveaux des élèves. Alors justement, cette méthode apprendre en s'amusant, vous l'avez utilisée dans vos années d'enseignement. Vous êtes écrivaine et metteur en scène. Quel est le rôle justement du théâtre dans l'enseignement? Est-ce que justement le théâtre est une bonne école pour l'enfant qui est timide, l'enfant qui n'arrive pas à s'exprimer, l'enfant qui a des difficultés de lecture, l'enfant qui a des difficultés à parler? Dites-nous justement les bienfaits du théâtre dans l'éducation. Je ne peux pas vous décrire, c'est magique. C'est magique parce que au premier abord, on croit que pour intégrer une troupe de théâtre, il faut être compétent théâtralement parlant, mais c'est pas ça. Le théâtre, surtout scolaire, a été fait pour transformer les élèves, pour les aider à aller de l'avant quant à la prise de parole, l'expression de soi. Pas seulement devant un public au théâtre, mais il s'agit de savoir parler en classe, il s'agit de savoir parler dans son groupe d'amis. Donc, par des exercices de théâtre, par ces liens tissés très fortement par l'animateur de théâtre dans un petit groupe, l'élève commence à s'essayer. Confiance gagnée, s'agrandit et s'agrandit pour, à la fin de l'année, affronter un public de 200, 300 personnes, entre autres connues et pas connues. Et là c'est vraiment la victoire. Après, on risque de finir, de couper court avec le théâtre, mais l'impact, je ne dirais pas l'effet, parce que l'effet, c'est au bout de l'année, mais l'impact, c'est sur la vie. Et on rencontre des élèves, puisque je suis en même temps coprésidente du Festival international de théâtre pour collège-lycée ici au Caire, qui se monte sous le patronage de l'Institut français depuis 2002. Je peux vous dire que maintenant, les festivaliers les plus aînés ont 30 et 31 ans. Donc, on les a connus quand ils avaient 14 et 13 ans. Et là, on fait un flashback et on voit comment le théâtre a influencé leur vie, pas seulement leurs études universitaires, mais aussi des études supérieures et la vie professionnelle. Donc, c'est garanti. C'est garanti. J'enchaîne toujours sur cette question justement de théâtre. Cet aspect festif, vous l'avez évoqué avec Mona, mais je préfère invoquer l'aspect psychodramatique, ou ce qu'on appelle un psychodrame. Je veux dire, quand les enfants sortent, ou les adultes sortent au niveau du théâtre, et ils expriment leur profonde frustration, leurs problématiques en tant que, je veux dire, parce que l'enseignement, beaucoup d'enfants ont beaucoup de difficultés, en somme, celle, en l'occurrence la plus importante, celle de s'exprimer. À quel point le psychodrame peut-il aider justement à améliorer justement cette possibilité, à donner à ces enfants cette possibilité de pouvoir communiquer et encore d'apprendre d'une façon saine? Je peux vous dire que, comme le dernier mot dit tout de suite là, c'est garanti. C'est garanti parce que ça a été essayé avec des élèves et elles étaient les plus timides. On n'écoutait pas leur voix dans la classe ou même dans un petit cercle d'amis, élèves et professeurs. Et au bout d'un travail d'une année, à raison de 4 heures par semaine, l'élève a fini par pouvoir raconter une expérience professionnelle et parler de cette frustration et comment elle ne savait pas s'exprimer et parler avant.
et dire d'où ça venait, parce que ça a été traité pendant l'année, et expliquer ce parcours psychologique, psychique, jusqu'au moment où elle s'est tenue devant tout le monde, elle seule, sur scène, micro en main, pour pouvoir parler de sa propre frustration et comment elle a su dépasser cela. Une psychothérapie dans ce Oui, exactement. Justement, est-ce que ce n'est pas ça qui manque aux écoles publiques, le fait de donner la parole à l'enfant, le fait de l'aider à s'exprimer et à s'ouvrir aux autres? Bien sûr, parce que parlant école publique, on peut imaginer le nombre d'élèves par classe. Donc, si la classe, l'effectif de chaque classe dépasse 70, 80, et que le cours, la durée du cours ne dépasse pas 40 minutes, équation mathématique, c'est impossible de donner la parole à tous les élèves. Et là, disons que les meilleurs auront l'occasion de parler, les autres frustrés vont se taire, mais pour de bon. Et là, encore une fois, le transmissif n'est pas la bonne méthode, et pour les bons élèves et pour les moyens, pour tout le monde. Pour l'ensemble du monde développé actuellement, il s'agit de la qualité de l'enseignement qui donne des apports, des outils aux enfants pour pouvoir être indépendants intellectuellement et puis acquérir le savoir en traitant avec l'esprit scientifique, donc en ayant l'occasion de pouvoir faire une analyse, analyser, donc acquérir l'esprit critique. Où on en est par rapport à cette opération dans l'enseignement chez nous? Il faut être franc. On est loin de l'esprit critique. En Égypte, on est vraiment loin. Mais cherchant la qualité de l'enseignement, grâce à l'Institut français, certaines écoles se présentent pour avoir le label France Éducation, et c'est un label d'excellence d'enseignement. Il y en a 15 maintenant au niveau de l'Égypte. Et cela veut dire justement donner les outils aux élèves. Donc, il ne s'agit pas de voir, il y a des ordinateurs et des projecteurs et quel manuel, mais il s'agit de voir l'élève a su faire ça, appliquer ça en dehors du cadre scolaire, comment. Et tout tourne autour des partenariats en dehors de l'école, des parrainages, des activités, des voyages scolaires, des voyages culturels, des échanges culturels à l'intérieur de sa ville, de sa république, son pays ou ailleurs. Donc les critères, c'est vraiment ça. Et là, on est sûr qu'il y a des élèves qui ont profité de ça et qui ont appliqué, qui ont voyagé, qui sont entrés en contact avec d'autres nationalités, qui ont fréquenté d'autres troupes, d'autres pays francophones dans des festivals pareils ou par parrainage, voyage, aller-retour avec d'autres écoles. Donc ça oui, mais voyez le nombre. Donc, pour répondre au niveau de l'Égypte, on est loin de l'esprit critique parce que il faut commencer aussi par sensibiliser les parents pour accepter l'esprit critique de leurs enfants. Si les écoles le veulent, l'acceptent, les parents, c'est pas sûr. Non, en tous les cas, cette question d'esprit critique reste une question au niveau de l'école elle-même. Ça veut dire donner à l'enfant pas la quantité de l'information, mais lui donner aussi les atouts de pouvoir analyser ces informations. C'est une opération d'efficacité, je pense, de l'école, n'est-ce pas, Noah? Je suis d'accord, ça commence par l'école si vous voulez, ça peut commencer par la maison en même temps, mais si ça commence par l'école et que les parents entravent ça à la maison, l'esprit critique, l'esprit analytique de n'importe, parce que petite cause, c'est sortir ou pas sortir, comment dépenser son argent de poche, c'est quoi ses priorités, la nourriture nutritionnelle et ainsi de suite. Donc c'est des petites discussions qui se passent à la maison avec papa et maman. Et si on n'est pas toléré à aller plus loin dans sa discussion et dans sa vision analytique, l'esprit critique, il est cassé là. Donc, on a beau essayer de le renforcer à l'école, mais non. Donc, seulement c'était pour souligner le rôle des parents. Les parents vraiment ont besoin d'être sensibilisés pour accepter et faire promouvoir cet esprit critique chez l'élève. Je vais rester sur la notion de parents. Quand un parent inscrit son enfant dans une école française ou dans une école francophone, il est à la recherche de quoi? Qu'est-ce qu'il souhaite donner à son enfant qu'il ne trouvera pas ailleurs?
Bon, mais il y a le club fan de la culture française, de la littérature française, parce que c'est pas que la langue. Donc, quand on cherche la langue française, on cherche derrière l'esthétique, on cherche derrière la culture, la civilisation, le savoir, le monde des étiquettes. Donc, c'est ça essentiellement ce qu'on cherche. Parce qu'actuellement, les parents ne sont pas nécessairement francophones. Peut-être il y a 30 ou 40 ans, les francophones amenaient leurs enfants dans des écoles francophones, mais actuellement, ce n'est pas le cas, presque pas le cas. Et même des francophones scolarisent leurs enfants dans des écoles anglophones. Peut-être parce que l'anglais est la première langue, voilà, et la mode, et les chansons, et les feuilletons. Mais je suis très fière de dire que le français reste le français, reste à sa place, va de l'avant. L'ouverture des filières francophones dans les différentes facultés prouve que le français, pas seulement garde sa place, mais devient encore plus vaste et a ses demandeurs. Ok, qui dit français, en parlant de la francophonie justement, que d'après vous est en expansion ici en République arabe d'Égypte, je prendrais l'aspect plutôt culturel, qui se croise justement avec l'esprit, avec la francophonie, la promotion de la culture. Et quand on parle de l'enseignement des enfants, je veux dire par exemple des classes primaires, on voit qu'il y a une vingtaine d'années, les textes qui étaient, je veux dire, présentés à un enfant étaient universels. Il y avait des extraits de Victor Hugo, des extraits de la vendeuse des allumettes, des extraits de l'enfant, les fables de La Fontaine, voilà, les plus grands auteurs internationaux. Or qu'aujourd'hui, on avait la disparition de ce genre, justement, de missives ou de messages. Est-ce que finalement, l'aspect culturel actuellement, qui présente beaucoup de lacunes, ne devrait pas demander à ce qu'il y ait un rappel justement de ce genre de culture pour pouvoir redynamiser l'aspect culturel de l'enseignement? Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Moi, je dirais que cette vague de français langue maternelle contre français langue étrangère a fait que les textes littéraires et cet aspect culturel disparaissent des manuels ou des programmes d'apprentissage de petit âge et puis réapparaître pendant le cycle préparatoire ou secondaire. Mais moi, dans mon expérience, j'ai vraiment essayé de tout mettre depuis les maternelles, primaire et plus, insister à avoir des textes intégraux parce que le français facile, c'est facile, mais c'est pas ça ce qu'on veut. Donc le conte de Monte Cristo, français facile, c'est pas ça ce qu'on veut, on veut le texte intégral. Le médecin, malgré lui, on le veut intégral pour savourer Molière, pour voir de quoi il s'agissait, pour comprendre le XVIIe siècle et ainsi de suite. Mais simplifier, justement. Simplifier. Choisir des extraits, mais que ce soit intégral. Donc, vous avez raison. Malheureusement, alors, le temps est passé très vite. Merci Mona Magdaleni d'être venue aujourd'hui, donc en ce premier jour de certaines écoles, la rentrée des classes. Bonne rentrée à vous, bonne rentrée à tous les élèves et les parents qui nous regardent. Merci infiniment. Merci à vous et bonne rentrée et bonne continuation. Merci Nawal. Merci à toi Noah, ça a été un plaisir aujourd'hui. Très belle matinée pour vous sur Night TV International. Plus de programmes. Merci à toi Mona, à toute l'équipe ce matin. Allez, rebonjour.